Et bonjour Podren. Je suis Benjamin Marquevielle, archéologue à Toulouse et je suis ravi de vous retrouver pour ce 8e épisode de cette 2e saison et pour le premier enregistrement en public. Salut le public. Et le public de Podren est chaud. Bonjour Podren, je suis Laura Maréchal, je suis également archéologue au laboratoire Trace à Toulouse et je suis également ravie de vous retrouver pour cette émission. On est ravis tous, je pense, d'être ici sur scène à Podren, face au public, et on salue d'ailleurs tous les gens qui nous suivent sur Twitch en direct. Salut Twitch. Alors, l'écho dépassé, qu'est-ce que c'est? En 2 mots, c'est la mensuelle radio qui est produite par le laboratoire Trace à l'université de Toulouse Jean Jaurès. On est basé sur le campus du Mirail. Vous avez peut-être entendu parler du Mirail. On est assez à la pointe sur les mouvements étudiants. Je pense qu'on a ça en commun avec Rennes, donc ça tombe plutôt bien. Ouais, donc l'émission des chroniques, des entretiens, des actus autour des sciences du passé en général, de l'archéologie en particulier. Et attention, c'est pas parce qu'on s'intéresse à l'archéologie qu'on vit dedans, même si c'est bien connu, c'était mieux avant. Parce que l'archéologie, c'est pas que des vieux trucs poussiéreux, hein, à ne pas confondre avec des vieux profs poussiéreux, parce que ça on en a aussi. L'idée c'est que le passé peut nous aider à mieux comprendre le présent et tout ça, d'où on vient, où on va, etc., etc. Alors, qui est l'équipe derrière l'écho dépassé? Donc, on va se présenter. Donc, on a parlé de chroniques. Donc, il y a des chroniqueurs et des chroniqueuses. Alors, il y a Sandra Perret-Noguès, qui est notre, normalement, co-animatrice principale et chroniqueuse, mais qui n'a pas pu être avec nous. Je pense qu'elle n'est pas sur Twitch. On la salue bien chaleureusement. Elle nous manque beaucoup. On a également Julien Foltran. Julien Foltran, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi, merci. Très bien. Tu peux nous expliquer ce que tu fais dans l'émission? Oui, moi je suis archéologue du bâti, donc je travaille sur des monuments en cours de restauration pour la société Hades, qui est une société, un bureau d'investigation archéologique. Très bien. Deuxième chroniqueur, Louis Arbès. Coucou. Salut. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans Moi, je l'émission? suis chroniqueur sur les pseudosciences et l'archéologie. Voilà. Oui. Et troisième chroniqueuse, Laura. Oui, moi-même, bonjour. Moi, je fais cette année des micro-fictions historiques. Donc, je vous raconterai une histoire à la fin de l'émission, si ça vous dit. C'était un oh ou bien oh. On a des chroniqueurs, on a aussi des invités, parce que qui dit entretien dit invité. Et donc, on vous demande une petite ovation pour nos 2 invités de l'épisode, Sylvain Bury et Guillaume Audonne. Alors, pourquoi les invités, eux? Déjà parce qu'on les trouvait sympas, voilà. Mais ça suffit pas, parce que l'idée, en fait, dans cet épisode, c'est qu'on voulait vous amener sous les frondaisons, en fait, à travers bosquets et futaies, lisières et clairières, et partir en exploration sur les forêts de nos jours, les forêts de nos jours en Europe, et puis plus loin de nous, les forêts équatoriales. Les forêts en Europe dans le passé et la forêt équatoriale de nos jours. Donc avec nos 2 invités, comment et pourquoi ces forêts ont-elles été peuplées, exploitées, habitées, qu'est-ce qu'on en a fait, et comment les humains se sont déployés sur ces territoires. On va commencer par toi, Sylvain Bury, bonjour. Bonjour. Tu es chargé de recherche au CNRS, tu es historien et archéologue des temps médiévaux et modernes à l'origine. Tes recherches portent sur les interactions entre les sociétés humaines et les écosystèmes forestiers en Europe, et tu explores tout cela à travers les archives écrites et l'archéologie de terrain. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. On a tout bon, yes. Guillaume Audonne, bonjour. Bonjour. Tu as fait une thèse en pharmacie et ensuite tu t'es tourné vers l'anthropologie et l'écologie. Tu travailles maintenant comme ethnobotaniste et tu t'intéresses aux liens entre les sociétés amazoniennes et leur environnement végétal en particulier. Est-ce que j'ai bon? Absolument, et comme on dit, touche à tout et bon à rien. Voilà. Merci à vous, et donc on va explorer tout ça avec vous. Mais première séquence de l'émission, on a une tradition, donc c'est un petit micro-trottoir, normalement. Le principe, donc, c'est qu'on prend un mot un petit peu issu du jargon de l'archéologie et qu'on va en demander la définition à des étudiants, des étudiantes du campus. Mais là, on s'est dit, on n'était pas sur un campus, on avait un public, donc on allait vous poser la question à vous, public, directement, si ça vous dit. Ouais, allez. Donc, on oublie le micro-trottoir, on fait un micro-festival. Et donc, question du jour, les mots dépassés pour ce mois-ci. À votre avis, pour un ou une archéologue, qu'est-ce que la dendrochronologie? C'est les cernes des... Il faut un micro. Oui.
C'est l'étude des... Oh, ça, il marche aujourd'hui. C'est l'étude des cercles concentriques dans les troncs d'arbres. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre proposition? Une autre proposition là-bas? L'étude des fossiles de plantes ou de l'histoire à travers les plantes ou leurs origines, quelque chose de genre. Parce que dendro, c'est pour ça. Ouais. Vous travaillez ensemble tous les deux, non? J'ai Ça, l'impression ça qu'à va vous durer. deux, on va y arriver. Une autre proposition là. Ils sont chauds là le duel. Ils sont chauds. La datation des arbres, quelque chose dans le genre. C'est une chronologie des arbres. J'ai l'impression qu'on est chaud, mais genre, juste à côté. On a l'étymologie, on a des choses. On note qu'on a un public cultivé. Hein. On a un pays cultivé, ouais. Ouais. Toujours, c'est du toujours. fond. Écoutez, ça fait 15 ans qu'on fait de la culture ou qu'on essaye. Il y a des gens sur scène qui ont gagné le duel hier, voilà. Oui, merci. Il fait sa pub. Alors, ben, ça tombe bien parce qu'on a un spécialiste des arbres qui peut nous dire, Sylvain Bury, qu'est-ce que la dendrochronologie? Ah bah déjà, je veux féliciter notre public parce que je pense qu'on a de meilleures réponses que si on avait été sur notre campus. C'est clair, c'est clair. Bravo. Désolé Jean Jaurès. On était très très proches puisque voilà, la dendrochronologie, c'est une méthode de datation qui se base sur l'étude des cernes de croissance du coup des arbres. Donc voilà, c'est avant tout une méthode de datation, mais en fait, on peut sortir beaucoup plus de choses et d'informations sur à la fois les interactions avec le climat, avec le reste de l'environnement, avec les sociétés humaines. Et en fait, c'est une méthode qu'on peut essentiellement utiliser en zone tempérée. Désolé, mon cher Guillaume, puisqu'en fait, on a besoin d'avoir des saisons marquées pour que le bois en fait se crée de façon différenciée. Donc entre la période végétative, donc au printemps essentiellement, et le bois qu'on appelle du coup initial, et ensuite le bois final, donc plutôt en fin de saison. Et du coup, ça forme du coup ces jolies cernes de croissance. Donc comment on fait pour dater? On compte, ça a l'air bête comme ça. Donc on peut à la fois faire de la dendrochronologie sur des arbres vivants pour dater une forêt actuelle qui vit encore. Et ensuite, nous archéologues, on aime bien les vieux bois. Donc, vous voyez, là, c'est Julien qui a découpé une halle marchande du Moyen-Âge. Et donc, en fait, pour réussir à dater les vieux arbres, il faut qu'on crée, nous, ce qu'on appelle une chronologie maîtresse de référence. Donc, en fait, on va carotter beaucoup d'arbres actuels pour remonter à 100 ans, 200 ans, 300 ans. Et ensuite, pour passer le cap, on va carotter la grange de votre grand-père, qui sera un peu plus vieille. Et comme ça, en fait, on va caler des chronologies grâce à des événements climatiques spécifiques, quand il a fait très chaud, quand il a fait très sec. Et c'est comme ça qu'on remonte le temps jusqu'à plusieurs milliers d'années. Voilà. Merci Sylvain. Sylvain, c'était très clair. Voilà. Sur Twitch, on nous dit trop bien. Voilà. Parfait. Tu es une star sur Twitch maintenant. Voilà. Et ben on continue avec nos invités. Du coup, oui, c'est bien tout parti. à fait, c'est bien parti. On va commencer avec notre première partie de la séquence qu'on appelle Passer au studio, qui est donc l'entretien avec nos deux invités, Sylvain et Guillaume. Donc la première partie, en général, on commence par la présentation de votre parcours, ce que vous avez fait dans la vie, pourquoi vous êtes là, comment vous êtes arrivé là. Est-ce que Guillaume, tu veux commencer pour qu'on t'entende un petit peu, parce qu'on n'entend que Sylvain là. Alors, comment j'en suis arrivé là, à part en avion? Non, c'est une vraie question. Comment on devient ethnobotaniste, ethno-machin, ethno-écologue? Parce que c'est ma spécialité, c'est vraiment comprendre les interrelations entre les sociétés amazoniennes contemporaines et la biodiversité. Mais du coup, je me pose aussi les questions de comment c'était avant, comment elles interrelationnaient et qu'est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui peut éclairer des éventuelles relations dans le passé. En Amazonie, en fait, il y a plein de sites archéologiques, mais on a très peu de pierres. Et oui, ça fait rire. Mais en fait, les archéologues, ils adorent les pyramides, les murailles, les temples, les fondations, etc. Nous, on n'en a pas. Du coup, on est obligé de se baser sur ce qu'on a d'éléments végétaux restants et ce qui se fait aujourd'hui, et on essaye de voir comment ça se répond. En effet, mon parcours, il est assez composite. Comme tu le disais, je suis pharmacien, mais j'ai aussi fait de l'écologie tropicale, de la botanique, de l'anthropologie, de la chimie. En vrai, mon doctorat, c'est un doctorat en chimie, mais le CNRS m'a recruté en anthropologue. Et avec tout ça, on arrive à composer un peu un questionnement complexe en mobilisant plein d'outils disciplinaires de tout un tas de choses.
essayer de reconstruire et de mieux comprendre ces relations. Donc un parcours qui n'est pas du tout linéaire. Parfois, on a cette idée qu'on a une voie toute tracée, surtout dans la science et dans la recherche, qu'on sait ce qu'on veut faire depuis le début, qu'il faut suivre une voie toute tracée. Mais toi, ton parcours, c'est un peu l'opposé de ça, en fait, finalement. Exactement. Je pense que ce qu'il faut, c'est d'arriver à articuler ce parcours composite en quelque chose de cohérent, et ça a marché. Super, merci. Tu as une question pour Guillaume ? Non, mais c'est bien, tu fais bien d'insister sur le côté parcours non linéaire. Parce qu'il y a plein de manières en fait, d'arriver à l'archéologie, enfin l'archéologie ou d'autres sciences. Et c'est pas toujours, on a l'idée des trucs très tracés, mais c'est pas toujours le cas. Même si ça apparaît des fois a posteriori, et que sur le coup on se rend pas compte, on se dit on fait plein de trucs dans tous les sens, mais ça porte parfois ses fruits. Et j'ai même envie de dire que l'interdisciplinarité est une force dans la recherche. Tout à fait. Parce qu'on se nourrit à la fois des méthodes et des raisonnements et des façons de raisonner des autres disciplines. Et pour moi, ça ne peut que apporter, je pense qu'on est tous d'accord, pour dire que ça peut que apporter des nouvelles visions à notre recherche. Sylvain, et toi, comment t'es arrivé là ? Alors, comment je suis arrivé là ? Moi aussi, un parcours aussi un peu bizarre, mais à l'inverse du coup peut-être de Guillaume, puisque moi je viens du passé, je vais vers le présent, Guillaume part du présent et va vers le passé. Et un parcours déjà de transfuge, de transfuge de classe, quoi. Je pense qu'on peut en parler ici, parce que moi je suis fils de boulanger, donc pas du tout prédestiné ni aux études supérieures. Je pense que j'étais le premier de la famille et ni non plus forcément dans le domaine culturel. Et en fait, je pense que nos parcours sont vraiment marqués par des rencontres. Et en fait, moi, ma première rencontre, c'est ma tante, en fait, qui était bénévole sur des chantiers de fouilles et qui, quand j'étais petit, en fait, le dimanche, m'amenait chercher des fossiles, etc. Et ensuite, je lui ai tellement cassé les pieds qu'à 14 ans, elle m'a mené sur un chantier archéologique. C'est interdit à 14 ans. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans petit à petit. Et que voilà, j'ai fait un bac en histoire de l'art, où il y avait un tout petit peu d'archéologie. Et puis après, je suis allé en histoire à l'université, à Aix-Marseille. Parce qu'en fait, j'avais un peu peur de pas trouver de job. Et je me disais, au moins tu seras prof. Ça me laissait la possibilité d'être prof d'histoire. Et en fait, voilà, ça s'est bien passé. Et du coup, j'en suis venu en fait à choisir l'archéologie plutôt environnementale et le Moyen-Âge. Là aussi, grâce à une rencontre, ma directrice de thèse, qui en fait m'a un peu débloqué un niveau comme un jeu vidéo, puisqu'en fait, on avait un cours de paléo-environnement, donc un cours sur l'environnement du passé. Et c'est quelque chose qu'on voyait jamais en fait dans notre cursus. Et ça m'a totalement changé en fait la trajectoire que je voulais prendre. Et c'est comme ça, du coup, que je suis arrivé là-dedans. Et donc, voilà. Et après, j'ai fait une thèse sur des marginaux, le peuple de la forêt. Donc, ma thèse, c'était plutôt comprendre, en fait, comment les hommes qui vivaient dans les bois et des ressources des bois au Moyen-Âge vivaient de façon itinérante et un petit peu déconstruire l'image de l'homme des bois. Parce qu'en fait, dans l'imaginaire médiéval, l'homme des bois, le charbonnier, le bûcheron, c'est un type, il se trimballe en slip dans la forêt. Comme Guillaume. Exactement. Super. Voilà, qui est pas trop fréquentable, qui est libidineux. Comme Guillaume. Et donc voilà, montrer qu'en fait, non, c'était des gens qui étaient très très bien intégrés dans leur société et que même s'ils passaient plusieurs mois dans les bois, voilà, ça les rendait pas pour autant chelous. Tu réhabilitais l'homme des bois, quoi, quelque part. Exactement. Et en fait, c'est en arrivant à Toulouse où là, par contre, j'ai encore bifurqué, puisque là, je suis allé vraiment dans l'écologie historique, donc vraiment comprendre ces interrelations homme-environnement et plutôt dans une perspective de comprendre mieux les peuplements forestiers actuels pour justement aider les gestionnaires. Donc encore une trajectoire. On parlera d'ailleurs de ce que tu développes en lien avec les sociétés contemporaines à la fin de l'émission. Est-ce qu'on prend la question de Guillaume ou est-ce qu'on passe à la chronique de Julien ? On prend la question de Guillaume, t'as le droit. C'est juste un tout petit complément, ce que tu dis, ça me fait penser qu'en fait, je vous ai parlé de l'aspect un peu académique, mais pas de la vraie raison, en fait, qui m'a amené là où je suis. En fait, ce qui m'a amené là, c'est mon amour des plantes, en fait. Et quel a été, moi, mon point commun de tout, depuis que je suis tout petit, en fait, c'est l'amour des plantes. J'aime les plantes, j'aime jardiner, j'aime ramasser des trucs, cueillir des fleurs, bouffer des végétaux sauvages. Et petit à petit, en fait, dès qu'il y a un sujet plante, quand on est un peu curieux et qu'on a la liberté d'aller farfouiller autour de nous,
ça devient pour moi un sujet de recherche. Et c'est mon fil conducteur en fait. Il faut qu'il y ait de la plante, mais de la plante utilisée. Très bien. Eh ben, je propose qu'on passe la parole à notre premier chroniqueur, Julien, qui gère aussi les musiques et qui fait ça très bien. Ouais, je vais tout en même temps. Ici, heureusement que je suis là, je suis heureusement que t'es indispensable. là. C'est l'homme de l'ombre. Pour ton émission sur l'archéologie du bâti. Pour ma chronique. Pour ta même, chronique. je vais C'est juste pas prendre une 5 émission. minutes, t'inquiète pas. Il est promu là? Ça y est. Spin-off. Oui, j'ai ramené un morceau de la halle de Revel, qui est une halle probablement du 14e, 15e siècle. Je l'ai trimballé depuis la Haute-Garonne jusqu'ici parce que je pensais vous en parler. Puis finalement, je me suis dit, bon non, je vais parler d'autre chose. Je vais plutôt vous parler de briques puisque on vient de Toulouse et je me suis dit, ça fera du bien au milieu d'une émission en bois de parler de briques. Et pour parler de briques, j'avais pensé vous parler de l'Hôtel-Dieu de Toulouse, qui est un monument extrêmement important, une grosse façade qui se développe le long de la Garonne, le long du fleuve, et qui est une propriété du CHU de Toulouse, aujourd'hui occupée par les bureaux du CHU, et qui est un des premiers hôpitaux de Toulouse, qui est mentionné à partir de l'année 1130. Donc ça fait partie des plus anciens. Il s'appelait à cette époque-là Sainte-Marie de la Dorade parce qu'il appartenait au couvent de la Dorade, au monastère de la Dorade des bénédictins qui étaient extrêmement puissants et qui ont créé cet hôpital sur la rive gauche de Toulouse, sur la rive gauche de la Garonne, pour accueillir les pèlerins puisqu'il se situait sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est une énorme façade en briques qui aujourd'hui présente un aspect plutôt du 19e siècle. Cette façade, elle fait 230 mètres de long, 20 mètres de haut, et ça fait grosso modo 4600 mètres carrés de surface à étudier pour un archéologue du bâti. Et sachant qu'il y a grosso modo 60 briques par mètre carré. Alors vous allez voir, on a un génie dans l'équipe, c'est Louis. Louis, 4600 mètres carrés fois 60 briques par mètre carré, ça fait combien de briques sur cette façade? Beaucoup de briques. Beaucoup, ouais. 66, 67. 67, ouais, presque. Ça fait 270 000 briques qui composent Nickel. la façade. Qui était presque. Dans la marge d'erreur. Exactement. Réponse acceptée. Ouais, 270 000 briques, quand on les regarde de très près, qui sont en très très mauvais état. Et il faut savoir que cette façade qui est omniprésente dans Toulouse, c'est un peu la carte postale de la ville, c'est-à-dire que tout le monde la prend en photo quand on vient visiter Toulouse, et il s'agissait de la restaurer parce que les briques partaient un petit peu en poussière. Donc il y a des travaux de restauration qui ont commencé il y a 3 ans et qui ont fait l'objet d'un suivi archéologique qui a été confié à la société Hades et que j'ai assuré. C'est-à-dire que tous les travaux de restauration étaient suivis par un archéologue pour qu'on comprenne comment le bâtiment a été construit, l'évolution des techniques de construction depuis le XIIe siècle, première mention de l'hôpital jusqu'à nos jours, parce que le bâtiment a été beaucoup modifié, et comprendre les principales phases de construction de ce bâtiment. Ce qui est intéressant sur ce bâtiment, c'est que il y a une partie qui est conservée dans un coin qui date probablement du XIIIe siècle. Donc, parmi les bâtiments les plus anciens, assez proches de la première mention de cet hôpital. On ne sait pas si cette partie de l'Hôtel-Dieu appartenait déjà à l'hôpital ou si c'était simplement une maison civile, mais en tout cas, ce qu'il y avait sur cette façade, qui est la partie la plus ancienne du bâtiment, c'est des fenêtres géminées. Les fenêtres géminées, ce sont des fenêtres typiques de la période médiévale. Vous devez voir à quoi ça ressemble. Ce sont ces 2 arcs qui sont les uns à côté des autres. En général, il y a un chapiteau central et puis une petite colonnette. Voilà, ça c'est très typique de la période médiévale. Et donc il y avait une fenêtre comme celle-ci qui était complètement bouchée, qui avait été bouchée au XVIIe siècle, et les travaux de restauration prévoyaient de la déboucher. Donc on a débouché la fenêtre, et ce qui est super, c'est que au fur et à mesure des débouchages est apparu le chapiteau qui était à l'intérieur de la fenêtre, le chapiteau en pierre qui était finement sculpté par des motifs de serpents avec des lions, c'est vraiment très très beau. La colonnette en marbre, mais surtout, et c'est là que je raccroche avec nos invités, c'est que derrière ce bouchage, et même à l'intérieur du bouchage, parce que c'était bouché de l'intérieur et de l'extérieur, il y avait conservé des volets en bois. Non. Eh oui, c'est pas des vrai. volets en bois. Volets. Et pas des contrevents. Exactement, pas des contrevents, parce que les contrevents c'est à l'extérieur, et là ce sont des volets, ils sont à l'intérieur. C'était le système de fermeture de la fenêtre géminée. Superbe découverte. On n'en connaissait pas du tout en place jusqu'à présent. On a fait des prélèvements sur ces volets, et ils sont ressortis de la fin du XIIIe siècle, des années 1290. Et là, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'on rentre dans les conditions de vie des habitants du XIIIe siècle. C'est-à-dire que pour fermer leurs fenêtres, ils avaient ces volets en bois. Ce sont des volets qui ont une charnière et qui, pour être ouverts, peuvent être repliés, un peu comme nos volets des années 60 là, qu'on replie en accordéon.
Mais surtout, il n'y a pas de vitrage. C'est-à-dire que la seule façon de fermer cette fenêtre, c'est ce volet en bois. Ce sont ces 2 volets en bois. Donc soit on veut de la lumière, on ouvre, on fait rentrer la canicule et le froid, ou le froid, ça dépend de quelle saison. Soit on veut se protéger des intempéries, et on les ferme, mais à ce moment-là, on n'a plus de lumière. Donc voilà, ça, c'est les conditions de vie au Moyen-Âge. Ouais. La question piège pour la dendrochronologie, c'est le volet qui est du XIIIe siècle ou c'est le bois du volet qui est du XIIIe Voilà, siècle? alors, justement, tu fais bien de poser la question. Visiblement, les planches du volet appartiennent au volet d'origine. C'est-à-dire que ça a été vraiment fabriqué, les planches, elles ont vraiment été faites pour ce volet-là. Alors, pour l'instant, les volets sont encore en place, c'est-à-dire qu'il faut qu'on les retire, ils sont encore pris dans une partie du bouchage, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir ces volets, alors c'est du sapin, on va les sortir de leur emplacement, et là, on va pouvoir les étudier plus finement, et déjà faire de la dendrochronologie, parce qu'en fait, ça a été daté par carbone 14, donc on va voir si on peut faire de la dendrochronologie sur ces planches, et ensuite, vraiment étudier la façon dont ils ont été posés sur cette fenêtre, et voir si, effectivement, c'est pas du bois de remploi. Mais a priori, ça ne doit pas être du bois de remploi. Bon, voilà, on va retirer ces volets, on va les déposer la semaine prochaine, donc j'espère que j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus dans les semaines à venir. Merci Julien. Et alors du coup, ce qui est rigolo dans... C'est vrai ça. Oh, merci. Arrête des applaudissements. Des volets qui claquent. C'est ça. Ce qui est rigolo dans ça, c'est que tu le dis, c'est un bâtiment qui est quand même en plein centre-ville, qui est très connu. On pourrait se dire, on a fait le tour de tout ça, on a tout vu, on connaît tout. Bah non, en fait, il y a toujours des choses à découvrir finalement, même dans des bâtiments en hypercentre de Toulouse. Exactement. Alors, on connaissait la fenêtre parce qu'on voyait son profil derrière le bouchage, mais on savait pas qu'il y avait le chapiteau, la colonnette en marbre et les volets qui étaient à l'intérieur. On découvre toujours des choses de toute façon, et c'est pour ça que c'est important, quand on fait des travaux de restauration sur des bâtiments historiques, d'avoir un suivi archéologique. Merci Julien. Avec plaisir. On va passer à la deuxième partie de notre séquence passée au studio. Donc on se retourne vers nos invités. S'ils sont toujours réveillés, ils sont toujours réveillés, tout va bien. La séquence, elle s'appelle la pépite, la graine et le caillou. Alors, vous le savez, Explique-nous. on vous a prévenu. Donc l'idée, c'est de raconter une anecdote de votre carrière, de votre parcours. Donc la pépite, c'est plutôt quelque chose qui s'est bien passé, vraiment la pépite dans votre parcours. La graine, c'est quelque chose que vous avez peut-être planté à un moment et qui va pousser dans le futur. Et le caillou, c'est le caillou dans la chaussure, donc vraiment l'expérience qui est pas très joyeuse, quoi. Et on aime bien en parler parce que dans la recherche, on a toujours tendance à faire les focus sur ce qui marche, ce qui a la découverte, le truc fabuleux, mais on oublie qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et c'est important aussi d'en parler. Il y a beaucoup de cailloux dans la recherche. Alors, qui veut commencer? Sylvain, Guillaume? Guillaume, allez Guillaume, tu es désigné volontaire. Allez, je vais commencer par un caillou, comme ça c'est fait. Puis alors des cailloux dans la recherche, il y en a pas mal. On est plutôt dans un monde déboulé en ce moment. On va en garder qu'un. Moi, un des trucs qui m'a beaucoup, qui marche pas ou qui continue à pas marcher et qui continue à m'agacer, c'est l'hyperdisciplinarité. Laura parlait tout à l'heure des trucs chouettes en interdisciplinarité. En fait, tout le monde appelle de ses voeux l'interdisciplinarité, mais de la vraie interdisciplinarité, ça marche pas si souvent que ça. Alors, il faut des gens qui soient disciplinaires pour pouvoir s'appuyer dessus, pour pouvoir croiser des regards, etc. Mais régulièrement, quand on finit par s'indisciplinariser, on va dire, on retombe toujours dans ce truc de « ouais, mais bon, toi, t'es pas un je sais pas quoi, mettez ce que vous voulez derrière. Toi, t'es pas un vrai archéologue, toi, t'es pas un vrai anthropologue, toi, t'es pas un vrai chimiste, etc., etc. » En fait, ces formes de rivalité disciplinaire, parce que le monde scientifique, il est aussi construit avec des épistémologies différentes, etc., il continue de nous emmerder la vie. Et avoir quelque part un jour un vrai cursus où on apprend à se connaître, on apprend à comment on valorise nos travaux, comment on les déploie dans le temps, comment on les pense, comment arrivent les idées nouvelles, ça serait vraiment génial. En gros, tu nous dis, les spécialistes ont tendance à être trop spécialistes et à rester entre spécialistes. Il y a beaucoup de spécialistes qui n'aiment pas les gens qui ne sont pas spécialistes. Qui n'aiment pas la contradiction. Et l'interdisciplinarité, ça en apporte de la contradiction, ça c'est vrai. À toi Sylvain alors, tu continues dans le caillou ou Oui, des cailloux, il y en a beaucoup et on va pas forcément revenir sur le mode de fonctionnement de la recherche française. On peut, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La recherche sur projet, le problème des financements.
Mais je voulais, oui, rebondir sur ce problème d'un certain aussi conservatisme dans certains milieux, et notamment peut-être beaucoup plus en histoire qu'en archéologie. L'archéologie qui s'est quand même construite plus en dialogue et plus en interdisciplinarité que la discipline historique, qui s'est toujours voulu un petit peu surplombante des sciences du passé. Et moi, mon caillou, ça a été quand je cherchais un job. Parce que c'est bien beau de faire une thèse, mais avec une thèse, on n'a pas de travail. Et en fait, quand vous n'êtes pas d'un certain milieu, c'est pour reboucler à ce que je disais tout à l'heure, c'est parfois difficile de trouver dans certains cercles du travail. Donc j'avais candidaté pour une école prestigieuse où, en fait, lors de mon audition, j'ai eu droit à une première question assez déroutante. C'était « Monsieur, avant toute question, je souhaite vous dire que je pense que vous êtes un imposteur. » Et j'avais trouvé ça assez violent. Donc j'avais sorti mon meilleur sourire Colgate. Vas-y, fais-nous le sourire Colgate. Et j'attendais que ça passe. Mais voilà, on peut parfois se confronter comme ça, parce que vous n'êtes pas normalien, parce que vous n'avez pas fait l'université qu'il faut, parce que vous n'avez pas le bon patron. On peut vous fermer des portes. Mais en fait, voilà, il faut juste se battre, croire en ce qu'on veut faire. Et en fait, voilà, on y arrive. Et je pense qu'on est des bons exemples, voilà, qu'il faut s'accrocher et planter sa graine. Des bons exemples d'imposteurs. Oh, excellent ça. C'est un mi-caillou quoi, que tu nous proposes. Ouais. C'est une espèce de graine caillou, quoi. Une graine fossilisée qui finalement... D'accord. Non mais on a quelques minutes, donc on peut peut-être faire un petit pitch là, sur l'état de la recherche française, parce que vous sous-entendez que c'est un peu le bordel et c'est un peu... Vous avez 2 minutes. En crise. Alors là, je pense que c'est la même situation que dans tout un tas de domaines, l'éducation, la santé, l'environnement, bref, les voies ferrées, tous les services publics, quoi. Et la tendance aujourd'hui est de privatiser, puis pour nous, dans le service public de la recherche, quelque part, de mettre les gens en compétition de plus en plus, de les pousser à se mettre dans des situations de rivalité, alors qu'on aurait besoin de collégialité, qu'on aurait besoin d'horizontalité, qu'on aurait besoin d'émulation collective. Et aujourd'hui, on nous pousse à l'inverse de ça. Et à côté de ça, on a de plus en plus de tâches administratives, alors pas forcément des tâches administratives, mais des choses liées à l'évaluation de la recherche, qui sont de plus en plus urgentes, qui prennent de plus en plus de place et qui nous éloignent en fait de la recherche. Par exemple, je me bats pour être obligé d'arriver à continuer à lire des choses que font mes collègues, parce qu'en fait, si je ne fais que les tâches dont ma direction de labo me dit il y a absolument besoin que tu fasses ça, ça peut me remplir largement une journée de travail sans faire de recherche. Et c'est à souligner, tu parlais de service public, la recherche est un service public. C'est-à-dire que le fonctionnement, peut-être pas l'intégralité, il y a du mécénat, des choses comme ça, mais la très très grande majorité de la recherche se fait sur financement public. Donc c'est une mission de service public en fait, la recherche. C'est pas quelque chose qui doit rester dans des sphères qui ne se reconnectent pas à la société. Donc on a un devoir aussi de retour vers le public des résultats. Et c'est vrai que si on n'a pas le temps de faire de la recherche ou de faire ces actions de retour vers le public, ça ne marche pas. Absolument. Oui, juste peut-être je peux rebondir sur ça, c'est aussi la question de la temporalité. On ne peut pas faire de la fast recherche. Des projets de recherche sur 2 ans, 3 ans financés, ensuite vous devez rechercher de l'argent pour faire autre chose. En fait, on a vraiment une sensation, je pense, d'insatisfaction. En tout cas, moi, c'est quelque chose vraiment que je vis, de jamais pouvoir finir les choses. Et je pense que on va dans le mauvais sens et qu'il faudrait ralentir. Un peu de slow science. Oui, c'est un bon credo. Merci. C'était peut-être 2 gros cailloux, quoi. C'était 2 gros cailloux, mais un peu d'espoir quand même. Un peu d'espoir quand même. Ouais. On va garder les questions pour la vrai, 3e partie de de passer au studio. On va vous demander si vous avez des questions pour nos invités. Mais là, pour garder un petit peu le temps, on garde le temps à l'œil. On va passer à Louis, à ta chronique. Tout à fait. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Je le dis dans mon introduction, mais d'abord il y a un jingle. Et oui, Il arrive, le jingle Sans arrive, pression. le jingle arrive. Je suis juste en train de te saboter. C'est pas grave, t'inquiète, c'est pas grave. Donc bonjour à tous, déjà je suis très content de participer à Podren.
Aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets préférés dans le monde merveilleux des pseudosciences et de l'archéologie et des discours chelous. On va parler des Mormons. Ça n'a rien à voir avec nos invités, je suis désolé, mais de bois et du complot, j'avoue, j'ai pas trouvé. J'ai cherché un peu, mais il y avait rien du tout. Donc d'abord, on va faire un petit peu d'histoire. Je vous emmène à une époque lointaine des Saintes Écritures, dans la Terre Sainte bénie par le Seigneur. Nous sommes donc en 1820 dans l'État de New York, et Joseph Smith est âgé de 18 ans quand il a une vision divine. Il y aurait des plaquettes en or cachées dans la campagne qui contiendraient un nouveau texte sacré. La Bible serait en fait une trilogie, et c'est Joseph qui doit révéler le dernier tome au reste du monde. Donc il prend une petite pelle et il fonce déterrer ses plaquettes, il les traduit, il compile tout ça dans un bouquin, ça s'appelle The Book of Mormon, ou le livre de Mormon en français, ce qui est vachement moins classe. Je passe très très vite sur le contenu du bouquin et faites des recherches sur ça parce que c'est assez délirant. Mais très rapidement, les plaquettes auraient été laissées ici par un peuple disparu qui descendrait directement des tribus perdues d'Israël, qui auraient immigré en Amérique il y a bien longtemps. Elles se seraient divisées en deux peuples, des peuples antagonistes avec les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Les méchants auraient fini par gagner la guerre en massacrant les gentils. Et voilà. Et je vous passe le moment où Jésus revient aux États-Unis une fois qu'il est mort avant de monter au ciel. Bref, allez vraiment renseignez-vous sur les Mormons, c'est extraordinaire. Donc on peut se dire que c'est complètement con et qu'il est complètement fada, notre Joseph. Mais en fait, non. C'est une religion archéologique. Et c'est ça qui est assez fou avec les Mormons. C'est la seule religion ou secte qui est vraiment qui base l'ensemble de son discours sur des soi-disant découvertes archéologiques qui ont été faites dans le sol. Donc déjà, Joseph, il doit quand même creuser pour trouver ses plaquettes. Ça se rapproche plus du pillage que de la vraie fouille scientifique en règle, mais on peut quand même saluer l'effort. En plus, il va utiliser une quantité monstrueuse d'éléments qu'il va trouver dans le sol, de fossiles, de gravures, de peintures, de textes, pour justifier leurs croyances. Je vous ai déjà parlé dans des chroniques précédentes, et n'hésitez pas à écouter les autres chroniques de l'Écho des Passés, de façon à pouvoir avoir plus de détails. On est sur l'audio, merci Bad Geek. C'est le moment sponsor. Donc je vous avais déjà parlé des squelettes de géants qui ont été découverts aux États-Unis à la même période, qui étaient soit des faux, soit des exagérations grossières. Mais on peut aussi parler des fouilles de tombes amérindiennes qui sont faites par des Mormons et qui réinterprètent comme des sites de bataille qui sont décrits dans leurs livres. Des soi-disant gravures de dinosaures sur les grottes ornées, ou des faux papyrus égyptiens que Joseph aurait réussi à traduire avant même Champollion pour compléter son livre. Parce qu'en fait, le truc, c'est quand même tout ça. C'est du vent. Il y a vraiment, c'est que du fake. Si au mieux on est sur des vraies découvertes archéo qui sont mal interprétées, et souvent c'est juste des trucs qui sont créés de toutes pièces, et c'est des mythos qui sont visibles et qui sont déjà débunkés à l'époque, mais c'est des mythos qui durent. Parce que finalement les Mormons ils existent depuis pas très longtemps, mais ils ont créé une telle quantité de faux objets, de faux ouvrages, de fausses légendes que ça reste. Et c'est pareil pour les plaquettes en or. Les plaquettes en or, Dieu aurait dit à Joseph de surtout absolument pas jamais, sous aucun prétexte, les montrer à personne. Donc c'est hyper pratique. Si c'est Dieu qui l'a dit, voilà, on touche pas. Et on peut penser que c'est un truc de taré, mais en fait, les Mormons, c'est juste le reflet de cette époque-là. C'est le reflet des États-Unis, de la mentalité des États-Unis du 19e et du début du 20e siècle. Où en fait, on est sur un pays qui essaie de se construire en créant une histoire, une mythologie qui serait un petit peu mythique, un peu grandiose, qui serait l'égale des puissances occidentales du vieux monde, de la France, de l'Espagne, tout ça. Il y a un gros complexe américain à l'époque. Et ils essayent de trouver des choses pour se créer du mythe, quoi. Il y avait déjà de très nombreuses personnes qui pensaient que les Amérindiens, ça descendait en fait des Juifs, que l'Amérique était la vraie terre promise, que c'était même l'Atlantide. J'en ai parlé dans d'autres chroniques. N'hésitez pas à écouter les chroniques précédentes de l'Écho des Passés. On est sur Vaudio. Merci. Abonnez-vous, lâchez des subs. Donc voilà, en fait, ça peut paraître complètement délirant et complètement débile, mais il est vraiment pas le seul à défendre ce genre de propos à l'époque. Lui, il va juste rajouter Jésus dedans, quoi. Mais tout le reste, c'est des choses qui sont déjà dites. Et tant pis si c'est des énormes mensonges, plus c'est grandiose, plus c'est gros, plus ça passe. Aujourd'hui encore, la majorité des sites conspirationnistes sur lesquels j'adore passer du temps, la majorité des sites conspi américains, ils renvoient vers des pages mormones, vers des musées mormons, vers des livres mormons, vers des podcasts mormons, parce qu'ils en ont aussi, et je vois qu'on n'en a pas invité d'ailleurs, ce
est pas très cool pour la L'année prochaine, allez. L'année prochaine, on fait un duo avec un podcast mormon. J'ai hâte. Et globalement, c'est toujours la même stratégie en fait. Ils cherchent à instiller le doute, à fracturer les discours historiques officiels et scientifiques qui démontrent bien que leur foi, ça repose sur des données fausses, ça repose sur du vent, quoi. Les récentes attaques contre les universités menées par l'administration Trump sont soutenues par des évangélistes et par des mormons. Et ça répond à ces mêmes impératifs, en fait. On est vraiment sur un truc de Make America Great Again, alors que le Great, il a jamais vraiment existé, c'était que dans leur tête, et le Again, non plus, quoi. Voilà, c'était tout. Merci Louis. Merci Louis. Alors, on a quelques réactions sur le Twitch. Alors déjà, Loli, salut, t'as ton intro musicale fantastique. Yes. Voilà. Merci, Et Loli. effectivement, on a plusieurs remarques. Effectivement, le mensonge, je déteste les podcasts, nous dit que le mensonge n'a pas besoin d'être réaliste. Il a besoin de proposer ce qu'on veut entendre, et t'en avais déjà parlé. Ça peut être des gros trucs énormes, en fait, ça passe quand même parce que c'est ce qu'on veut entendre. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est la règle. On nous dit aussi que voilà, c'est très sympa, ça fait salon gauchiste, woke, attends, comment il a dit ça? Elle est très bien cette scène, ça fait cosy salon gauchiste. Bienvenue à l'écho dépassé. Bienvenue à Comment l'écho il sait dépassé. Pourtant, on l'avait caché. Parce que l'archéologie est toujours politique en fait, et là c'est un exemple aux États-Unis, mais il ne faut pas se dire que parce qu'on est en Europe, on est épargné par ça. On a eu des récupérations. Alors moi j'adore le cas des Gaulois. Les Gaulois, ils ont été récupérés par la droite, par la gauche, par tout le monde en fonction de est-ce qu'on voulait mettre en avant le côté vaincu mais qui a combattu valeureusement avec Vercingétorix, Oui, ou le tu l'as tout le côté temps, ça. apport civilisationnel des Romains, etc. Et donc on se laisse envahir parce que finalement c'est bien l'envahisseur. C'est toujours récupéré, donc il y a toujours des fonds. On peut pas faire de l'archéologie finalement sans politique, je pense. Et t'as même des trucs de genre, par exemple sous le régime de Vichy, c'était les Gaulois qui étaient mis en avant parce que c'est un peuple vaincu, mais qui a réussi à vaincu Fier, par les Romains, mais qui fier. a réussi à garder son identité quand même. Ils étaient pas vraiment Romains, c'était quand même un peu des Français, enfin des Gaulois, mais voilà. Et Les Français tu sont vois qu'il a Gaulois, financé donc c'est bon. ça, alors qu'avant, sous les régimes précédents, c'était d'autres trucs. Voilà, c'est rigolo. Merci, Louis. On retourne en forêt? On retourne en forêt. Allez, on retourne en forêt avec nos invités. Alors normalement, c'est un peu la séquence où on essaie de faire le lien avec maintenant, voilà, et de voir comment l'archéologie et pourquoi l'archéologie peut apporter des billes aux questions contemporaines. Mais on s'est dit que là, on avait aussi un public et que peut-être vous aviez des questions et qu'on allait en profiter. Il y en avait une tout à l'heure. Ah, le micro arrive. Enfin, Louis arrive avec le micro. Bonjour. Donc, tout à l'heure, vous parliez du fait que la recherche et notamment l'archéologie, c'est une mission publique. Du coup, je l'apprends, je suis contente. Ma question, c'est sur le fait de faire des recherches de financement. Est-ce que vous courez après les subventions publiques? Est-ce que il y a un financement, une organisation pour, ou est-ce que vous devez aussi aller chercher au niveau de financement privé, ce genre de choses? Alors, C'est une question de comptable, je suis désolé. non, mais c'est important parce que si on n'a pas ça, on peut pas faire de recherche en fait. Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, en ce moment, notre temps de recherche passe beaucoup en recherche de financement. C'est essentiellement des fonds publics. Donc, il y a un fonds national qui est l'Agence nationale pour la recherche scientifique. Donc, on peut demander des sous ici. On peut également demander d'autres types de subventions au ministère de la Culture, par exemple, pour les opérations archéologiques. Et également, on nous incite de plus en plus à aller chercher des fonds internationaux et surtout à l'Europe. Donc, voilà. Donc, c'est un peu la course au financement, alors que foncièrement, je pense qu'on nous paye beaucoup pour chercher de l'argent et que si on nous donnait directement un petit peu d'argent, on pourrait faire mieux notre travail qu'aller chercher 2 millions à l'Europe. Je suis complètement d'accord. Moi, je rebondirais sur l'articulation fonds privés, fonds publics. En fait, j'ai pas mal de collègues qui travaillent en partenariat avec des entreprises. Moi, c'est pas mon cas parce que dans le travail d'ethnobotaniste, je travaille énormément autour des savoirs locaux. Des savoirs locaux sur la biodiversité végétale en Amazonie, savoirs autochtones, savoirs bushinengue, savoirs de peuples marrons. Et aujourd'hui, politiquement, travailler sur ces savoirs avec ces peuples ne peut pas, à mon sens, se faire sur des fonds privés. En tout cas, pas pour l'instant, et pour des raisons de propriété intellectuelle, et parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à consigner ces savoirs avant qu'ils soient appropriés, ou pour éviter qu'ils soient appropriés. Et du coup, le faire sur des fonds privés, c'est pas compatible. Mais ça pourrait être réalisable dans d'autres domaines de recherche. Moi, j'ai fait le choix de ne pas le faire, et pour l'instant, ça va.
Pour l'instant, tout va bien. T'évoquais, tiens, juste, ça me fait penser, tu évoquais des partenariats avec des entreprises ou des sociétés actuelles. Là, je me tourne plutôt vers Sylvain. Toi, c'est des choses que tu développes, en fait, le lien entre des ressources, des recherches sur des ressources anciennes, et puis comment tu peux amener, toi, des billes actuelles sur des ressources courtes, en fait. Tu as une passion notamment autour du goudron. Tu peux nous en parler? Ouais, je suis un peu empégué dans le goudron, j'avoue. Le goudron végétal, faut peut-être Après, moi, préciser. j'ai pas mal bossé sur les résines et les goudrons, en fait, qui sont des substances qu'on extrait en cuisant du bois à l'étouffer, comme dans une cocotte minute. Et en fait, ces substances-là ont plusieurs propriétés pour imperméabiliser les bateaux, pour soigner la gale des brebis, bon, pour tout plein de choses par le passé. Et en fait, aujourd'hui, se pose le problème, en fait, que notamment l'industrie, par exemple dans les Landes, produit en fait ces substances-là, parfois sans le vouloir. C'est des déchets de production, par exemple les goudrons. Parce que quand vous faites du charbon de bois avec du pain, ben, nécessairement vous faites du goudron. Quand vous faites du papier, vous avez aussi d'autres substances. En fait, ils cherchent à valoriser ces substances-là. Donc voilà, on travaille un petit peu sur cela. Mais après, je mettrai les mêmes garde-fous que mon collègue, que Guillaume. Il faut faire très attention en fait sur ces valorisations de ressources naturelles. Voilà, on valorise comment, on valorise pour qui, pour quel type d'économie. Et c'est vrai que voilà, moi aussi, je suis plutôt pour du développement voilà, de petits circuits courts. Et toi, même en France, voilà, avec des petites entreprises qui se montent dans les Landes, maintenant également dans les Cévennes, ils aimeraient bien remettre le GEMAGE, donc la collecte de résine. Donc ils essaient de réactiver ces savoirs-là. Mais voilà, je ne veux pas travailler avec n'importe qui et n'importe comment. Parce que comme on peut faire du greenwashing, je crois que c'est avec vous qu'on en parlait, on peut aussi faire de l'archéo-washing et utiliser un petit peu, je pense plutôt aux ressources équatoriales. Souvent on a ce discours, non, il ne faut pas raser la forêt équatoriale parce que potentiellement on va trouver la molécule qui va sauver tout le monde dans 10 ans. Mais en fait c'est une vision complètement utilitariste et productiviste de la forêt. Ouais, complètement, et c'est quelque chose que je re-entends à nouveau, je l'entendais il y a 20 ans, et je le re-entends aujourd'hui. Ah ouais, mais il faut préserver les forêts tropicales parce qu'il y a peut-être les substances thérapeutiques de demain dedans. À mon sens, c'est du bullshit. C'est pas la raison pour laquelle il faut préserver les forêts tropicales. Et il faut les préserver parce que dans le fonctionnement du méga écosystème terrestre, en fait, ces forêts, elles tamponnent des histoires d'hygrométrie, elles génèrent de l'humidité dans l'air, elles stockent de l'eau, elles stockent du carbone. Et que rien que ça, déjà, ça nous permet de vivre. Ça nous permet de vivre dans un climat qui est pas trop chaotique. Et mais ouais, après, sortir de la vision utilitaire, c'est pas simple. Et c'est aussi la question des services écosystémiques de manière plus générale. Moi, c'est des questions que je me suis vachement posées quand, donc, à un moment, j'ai coordonné un projet sur l'histoire de l'Amazonie, particulièrement centré sur la Guyane. Je suis en Guyane depuis plus de 20 ans. Et l'idée était de comprendre comment les sociétés précolombiennes avaient influencé la composition des forêts telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et on se rend compte qu'en fait, il y a une énorme influence des populations passées dans la distribution des différentes espèces. Et un des résultats qu'on avait dans ce travail, c'est que oui, des populations qui ont fait de l'agriculture, qui ont coupé de la forêt, ont participé à, parce que ces populations ont disparu suite au choc microbien, aux microbes que les Blancs ont amenés au moment de la colonisation, en fait, on se retrouve avec une forêt qui est une forêt en friche, qui est une forêt qui a repoussé sur des terres qui étaient autrefois des terres agricoles. Et ma grande frayeur, c'était que justement ça soit mobilisé par des industriels, des politiques, pour dire « Regardez, la forêt, elle a déjà été abattue en fait. La forêt, il y a déjà eu de la déforestation pendant plusieurs milliers d'années, et aujourd'hui il y a de la forêt. Donc en fait, laissez-nous faire la même chose, on va mettre du bœuf, on va mettre du soja, et ça repoussera. » Alors, on sait qu'à grande échelle, c'est pas le cas, ça repoussera pas. Et étonnamment, ça n'a jamais été mobilisé, ces travaux n'ont jamais été mobilisés pour ça, et quelque part c'est très bien. On leur donne pas l'idée. Merci à vous. Alors on a fait qu'effleurer le sujet et on en a bien conscience, mais on est un peu contraint par le temps, donc merci à vous et puis bonne continuation dans tout ça. Merci. Peut-être de croiser aussi vos approches, il y avait idée de travailler ensemble, je crois. Affaire à suivre. Je me tourne vers Laura pour la dernière chronique et je me tourne aussi vers notre public. On va atterrir en douceur avec une petite fiction historique. Donc on se met dans l'ambiance.
On envoie la petite musique qui va bien. Fermez les yeux. Imaginez que vous êtes bien et laissez-vous bercer par la micro-fiction de Laura. Ce matin-là, elle avait devancé le soleil. Réveillée par la caresse des derniers rayons de lune, elle s'était glissée hors de la masure endormie pour aller se fondre dans l'épaisseur de la forêt. Les premiers chants d'oiseaux ponctuaient le bruissement délicat du vent dans les cimes, conciliabule secret réservé aux initiés. Un pivert, conteur des bois, était déjà à l'œuvre dans le lointain. Lorsqu'elle referma la porte avec la plus grande délicatesse, une corneille s'envola du toit, emportant avec elle quelques brindilles de chaume. La jeune femme prit une grande inspiration. L'air sentait bon l'humidité et la fraîcheur de l'aube d'un été sur le déclin. Elle ajusta le lassage de sa cotte et s'avança en direction de la rivière. À mesure qu'elle cheminait, lui parvenaient de douces effluves, d'humus et de champignons. L'automne avait toujours été sa saison préférée. Elle aimait voir la forêt se parer de sa robe cuivrée, mouchetée de rosée. Elle connaissait ses bois par cœur. Bientôt, elle arriverait à la grande souche en forme d'ours, puis elle descendrait le petit talus et atteindrait le bord de la clairière. C'était justement là qu'elle se rendait ce matin-là. Elle releva légèrement son surcot pour enjamber une racine noueuse et glissa sur les feuilles mortes de la butte avec espièglerie. En quelques enjambées, elle atteignit la lisière de la clairière. Le soleil commençait lentement à pointer le bout de son nez, sa lumière filtrée par le couvert forestier. Elle s'immobilisa un instant pour admirer le balai des insectes dans les herbes folles. Elle balaya la plaine du regard et identifia aisément ce qu'elle était venue chercher. Un arbrisseau, d'abrotonon, au milieu d'un lit d'ortie. La dernière floraison de l'année. Elle s'approcha et s'agenouilla, selon l'usage, en direction du soleil levant. Une vieille superstition à laquelle elle ne croyait guère en vérité. Mais dans le doute, mieux valait respecter les usages des anciennes. Elle admira la toison de l'arbuste et repensa à ce qu'en disait le capitulaire de Vilis. Le nombre de ses vertus est égal aux fibres de sa chevelure. Un véritable don de la nature. Grâce à lui, elle confectionnerait des tisanes pour soigner le rhume de Théodora et un cataplasme pour la plaie de Mélie. Le reste serait conservé précieusement. Il était toujours utile d'avoir de l'abrotonon sous la main en cas de fatigue, de maux de ventre ou contre quelque présence importune dans le corps. Elle rangea son couteau et disposa le fruit de sa cueillette dans sa sacoche, enveloppé dans un linge humide. Elle jeta un dernier regard sur la clairière, ferma les yeux un instant pour laisser ses autres sens s'imprégner du lieu. Puis, elle rebroussa chemin. Son foyer et ses sœurs l'attendaient. Merci. On était quelque part en forêt, quelque part dans le temps. Je me suis dit que c'était de circonstance de replacer les femmes des forêts dans leur milieu. Tout à fait. Et ça clignote en orange. On arrive au terme de notre émission. Il va falloir passer la main. Merci à vous. Merci au public. Merci. Merci également aux Twitchers qui nous ont suivis, d'avoir suivi l'écho des passés. Merci également aux auditeurs, aux auditrices de Campus FM, puisque cet épisode sera, comme tous les autres, diffusé sur Campus FM Toulouse, avec qui on travaille chaque mois, le dernier vendredi du mois à 16h. Voilà, vous pouvez nous retrouver en hertzien. Et on salue François Berchenko et Thomas Delafosse de Campus FM Toulouse. Merci aux organisateurs, organisatrices, techniciens, techniciennes de Podren. On peut les applaudir. Et merci à nos invités, Sylvain Buré et Guillaume Audon. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement avec nous. Merci à toute l'équipe de l'Écho des Passés, Julien Foltran, Louis Herbès, Sandra Perret-Noguès, Rudy Pénaud, Yacine Amou, Benjamin Marquebiel. Laura Maréchal. Merci. Un énorme merci aussi à l'entreprise d'archéologie préventive Hades et au laboratoire d'archéologie Trace de Toulouse qui nous ont permis de monter ici dans un superbe mini-camion et de ne pas dormir dans le dit camion.
Et vous pouvez retrouver évidemment toutes les infos. Non, on s'embrouille, on recommence toucher la tablette, j'aurais pas dû. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le compte Instagram de l'émission, l'écho dépassé en 3 mots, donc les références des travaux de nos invités, etc. Et vous retrouvez évidemment le podcast sur le site de Campus FM sur Vaudio. Encore une fois, merci Bad Geek pour l'hébergement et sur toutes vos applis de podcast. Et alors on a une petite tradition à la fin avec la co-animatrice ou co-animateur du jour. On finit en disant, pour ne pas être dépassé, écoutez l'écho dépassé. Je vous propose de reprendre la deuxième partie de phrase avec moi. Donc le public, pour ne pas être dépassé. Merci, au mois prochain. We shed some tears of love now, like a desert in the